y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Bon là les gars, c'est maintenant le match qu'on attend depuis maintenant 4 ans. Il arrive dans les quelques jours. Et pour cela, on va débriefer le match de samedi dernier parce qu'il y a encore des choses à redire. C'est encore cata sur certains trucs. Il y a des choses qui nous titillent aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Donc là maintenant, il va falloir débriefer et trouver les solutions pour qu'on puisse pas se remanger une honte en 8e de finale comme les dernières saisons. Là déjà, on va parler du match contre Nice. Donc on les bat 2-1, mais franchement, sur le terrain, c'est pas encore ça. Hein. Pour moi, on vole le match. Hein. Enfin, c'est peut-être un mot fort, mais pour moi, vraiment, c'est un petit hold-up qu'on fait. Hein, la victoire 2-1 contre Nice. Hein. Surtout sur la deuxième mi-temps. Hein. Quand je vois la deuxième mi-temps, vraiment, si Nice gagnait 2-1, vraiment, c'était mérité. Hein. On pouvait rien dire. Hein. La deuxième mi-temps, basse la deuxième mi-temps, franchement, c'était catastrophique. Moi, je sais pas si... Bon, on va revenir sur l'effet du match brièvement, mais quand Moïskine marque, ça faisait longtemps que j'avais pas crié devant un but en Ligue 1, hein, parce que franchement, c'était une délivrance. Ouais, en fait, l'équipe est vraiment bizarre cette saison et je dirais qu'elle joue parfois à se faire peur. Tu peux pas décorréler la deuxième mi-temps de la première. La première, t'es dans une certaine maîtrise, mais avec un rythme assez lent. Tu rentres en seconde période en gardant ce rythme lent et en face, Nice change un peu son visage et est beaucoup plus agressif. Et le problème du PSG, ça franchement, ça me casse les couilles, c'est que dès que le PSG est agressé, il se met dans une position de soumission et tu vois direct, les relances sont totalement foirées. Paredes, Marquinhos, c'était tout le temps ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui me dérange avec Paredes, c'est que c'est un joueur qui a besoin d'être mis sur un fauteuil pour pouvoir conduire le jeu, alimenter et faire tourner. Mais c'est ce qui se passe en première période. Mais dès qu'il a agressé, bah, t'as personne pour prendre le relais et tu te retrouves avec des situations parfois ubuesques. Et heureusement, bah, t'as eu Keylor Navas qui t'a sauvé. Hold up est un mot assez fort. Je suis en partie d'accord. Je dirais surtout que Paris a été réaliste à la fin et sur une belle passe d'Mbappé, une belle remise surtout d'Icardi. T'arrives à marquer sur peut-être ton seul temps fort de cette seconde période. Ouais, Donc, on va se rassurer avec ça, tu vois. Je vais rappeler quand même la compo parce que t'as comme ta charnière Marquinhos Kimpembe, mais sur les côtés t'as Kurzawa et t'as Kehrer, le meilleur ami de Rafik, hein, pour les auditeurs. Hein. C'est son grand ami, c'est son grand amour. Mais au milieu de terrain t'as Guy Paredes, t'as Verratti absent, t'as Rafinha absent. T'as Neymar absent, t'as Di Maria absent, donc tu tapes une attaque à 4 avec un numéro 10 comme Draxler qui revient, un croque-mort qui revient à la surface de l'eau, et tu regardes les 20 premières minutes, à part des frappes de loin de Mbappé, de Paredes, c'est Amine Gouiri qui met le feu dans la surface, on sent que Paris est pas serein, et le but à la 21e minute, au final c'est un but qui vient d'un centre de Kehrer, quoi. Enfin, et un but de Draxler. C'est un mort-vivant qui revient et qui refait surface, qui centre, et le buteur, c'est Draxler qui... C'est son seul temps fort du match, hein, parce que sinon après il s'est caché tout le match. Hein. Vraiment, même sans but, tu le sens, il est un peu timide, il est là, il dit bon, faut que je tire, mais sinon il est pendant tout le match, on l'a plus vu après. Hein. Vraiment, il se cachait. On avait besoin de création, vu que Neymar n'est pas là ou Di Maria n'est pas là. Il a pas tenu son rôle de playmaker. Hein. Pas demander à Mbappé ou à Keane sur un côté d'être playmaker. Mais tu sais que Draxler, tu sais, fait penser à qui fait penser à qui quand il joue, des fois à Dorasso, il se cache et tout, tu sais, genre, il va pas au duel et tout, tu vois, mais... il s'est caché, mais vraiment, on l'a pas vu. Et moi je trouve qu'on a vraiment pas si maîtrisé que ça le match, hein. Vraiment pour moi il était pas maîtrisé du tout le match. Il était stérile. Première mi-temps, c'était quand même stérile. Bon, c'est vrai que
Nice n'était pas très dangereux, à part sur la fin de la première période où là ils ont une ou deux demi-occasions. T'as celle où t'as Guri qui dévisse un peu sur un centre. Mais sinon, du côté du PSG, t'as Mbappé qui est encore sur le côté gauche. Je sais pas ce qu'il fait sur le côté gauche. Vraiment, j'ai pas envie de. Les mêmes accélérations, les mêmes frappes, les mêmes gestes. En fait, il a dévissé deux fois en première mi-temps. Il dévisse. Ça frappe extérieur du pied là au début de match là. Mais déjà je crois à la 30e seconde, il tente un centre de l'extérieur, mais on sent que c'est pas son style de jeu, on le sent, mais il faut qu'il arrête. Non mais j'ai pas envie de critiquer les choix de Pochettino parce que Pochettino a quand même beaucoup plus de légitimité dans ce choix que moi, mais quand même, je sais pas, Mbappé, pour moi, il doit pas jouer à gauche, il doit jouer à droite, bordel. À gauche, il est catastrophique à gauche. On le sent qu'il peut pas exprimer comment dire ça, l'entièreté de son potentiel. L'entièreté de son potentiel, il peut pas l'exprimer à droite. Ça, c'est sûr. Mais Basse, franchement, c'est quoi le pire? C'est ce que fait Mbappé là, ou c'est la relance de Gueye après le premier but de Paris qui a permis à Claude Maurice d'éventuellement d'égaliser. Bon, il s'est déchiré complètement, mais il se blesse. Enfin, on pense qu'il se blesse après. Ouais, non, mais je comprends pas en fait. Et déjà, je crois que c'était face à Marseille. T'as des moments où Gueye se prend un peu pour Verratti à essayer de conserver la balle et même redescendre au niveau de la surface. mais je comprends pas du tout pourquoi il fait ça. Et après, moi, sur Mbappé, je suis totalement d'accord avec Rafik. Moi, Mbappé à gauche, je déteste parce qu'il fait les mauvais choix. Tu parlais de la première mi-temps, sur la seconde période, il tente 2 fois des centres ou des frappes, je sais pas, mais angle fermé sur son pied gauche. Je comprends pas pourquoi il fait ce genre de choix. En fait, tous ses choix sont mauvais et au moment où il fait un bon choix, c'est au moment du but de Kean. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, sur la seconde période, il a trop de problèmes. Moi, je le vois et je l'espère à droite, mais visiblement aucun coach depuis Emery ne veut le mettre à droite. Mais ça, je comprends pas. Mais d'ailleurs, sur la première mi-temps, c'est un truc de ouf. Genre, vous vous rappelez de l'action où Gouiri, il est tout seul, il reprend un ballon de volée, il est tout seul. Et en première mi-temps. Mais c'est grave. Moi, ce genre de choses. Enfin, derrière, il n'y a pas but. Hein. Mais c'est inadmissible. Enfin, tu laisses des erreurs de marquage comme ça. Alors que tu as ta charnière centrale, titulaire, qui est présente. Ouais. Ah, c'est trop. Et puis même, tu voyais des Marquinhos faire des mauvaises relances parce que en deuxième mi-temps, le but de Ronny Lopez, qui au passage est magnifique. Il provient d'une relance complètement foirée de Marquinhos. Ouais. Tout à fait. Mais parce que Vas-y, je t'en prie. Parce que juste pour moi, cette équipe, dès qu'elle est sous pression, elle n'arrive plus à relancer, surtout en l'absence de Verratti et en l'absence de Neymar. En fait, t'as personne qui est capable de prendre le relais pour assurer une relance correcte. Et t'as trop de problèmes dans cette équipe qui font que cette équipe n'est pas capable de relancer. Et tu sens une volonté parfois de verticalité et de prendre l'équipe à revers en contre-attaque. Mais t'as aucun relais potentiel pour pouvoir avoir cette transition. Tu ne l'as pas, tu ne le vois pas. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais dire un truc un peu provocateur et même pas. Allez, je t'en prie. Allez, vas-y, lâche-toi. Voilà. Quand Saint-Etienne, le but qu'on prend sur une mauvaise relance, il y a qui dans l'histoire? Il y a Gay. Là aussi, il y a encore Gay dans l'histoire. Bon, je l'avoue que c'est juste provocateur et que c'est pas du tout lui de sa faute, mais il est encore dans l'histoire, Gay. Mais sinon aussi par rapport aussi à moi, il y a Paredes qui m'a énervé tout le match. Mais le mec, c'est vrai qu'il aime bien jouer sur son fauteuil, mais il est trop nonchalant. Sa première mi-temps, elle est pas mal quand même. Hein. Mais oui, pour moi, en fait, il fait le mec. Pour moi, quand il joue, il fait le mec. T'as envie de dire, mais tu te trompes pour qui? Pour arrête de faire le mec, joue. C'est vraiment ça. Moi, vraiment, ce mec-là, en plus, il adore faire des coups bas. Ce mec-là, mais s'il se fait exploser la vie, mais j'ai juré que j'aurais zéro compassion pour ce mec. Vraiment, mais vraiment, comme le PSG Marseille, moi, PSG Marseille, je voulais qu'un mec lui explose la cheville. Ça se voit qu'en collège, lui, il aurait pu porter des t-shirts produits de banlieue, lui. Inflammable. Il fait trop le mec. Mais vraiment, moi, je suis un joueur de Nice, je lui dis, mais tu fais le mec, arrête de faire le mec, joue. Mais vraiment, il fait trop le mec. C'est vrai que Paredes, il aboie beaucoup, mais au final, sa première mi-temps, c'est vrai qu'il fait des passes vers l'avant, mais en vrai, c'est parce que voilà, en face, il y a pas la plus grosse adversité au monde. Les espaces, il y en a, mais
je suis pas sûr qu'il soit aussi tranchant contre une équipe qui se place mieux, contre une équipe avec d'un plus gros calibre. Vraiment, moi, Paredes, je parie pas sur lui sur un gros match. Sur un match très important. C'est vrai que Paredes, il y a beaucoup à redire, hein, et c'est pas un niveau top européen, surtout pas pour des matchs qui vont arriver comme mardi. Mais là, avant de passer à la deuxième mi-temps, franchement, et les gars, la reprise de Kurzawa là. Sa reprise là, non, faut en parler. Il a fait une reprise en touche. Ah, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était Clinton NJ avec son extérieur du pied. Et il paye sa barre transversale, il paye sa retournette sur la barre là. Ouais, c'était contre Nîmes, c'est ça? Contre Montpellier. Contre Montpellier, ouais, c'est contre Montpellier. Ah ouais, là, il tape une retournée lui, on se fout. Sur la barre, il paye. De fou. Mais le pire, c'est que tu vois, t'arrives à la mi-temps, il y a un partout, t'arrives en deuxième mi-temps. Hier, Ronny Lopez, avant qu'il égalise, c'est chaud parce qu'il fait une belle frappe au-dessus de la barre. Il égalise à la 50e et il y a un partout. Tu te dis, ouais, Paris, il faut qu'ils attaquent. Et de la 50e minute à la 70e minute, on buvait tout. Franchement, c'est un raz-de-marée. T'es sauvé par Navas. Sauvé par Navas, et même Marquinhos, tu peux même pas compter sur lui. Genre, même Marquinhos, il est pas serein. Le milieu de terrain, Gay, vas-y, il est cuit. Oh là là, c'était horrible. Et pour le coup, Kehrer, je l'ai pas trouvé bon, comme d'habitude, mais pas pire que les autres. Faut qu'on arrête. C'est pas le plus mauvais, Kehrer à droite, honnêtement. Bon, mentalement, il est clairement fragile. Hein. Là aussi, c'est indéniable. Le mec a un problème mental et un problème aussi physique. Bon ben déjà ça fait 2 gros handicaps. Au niveau de jeu aussi, hein, je pense. Mais ouais, mais franchement parfois je le trouve pas forcément pire, en tout cas défensivement, que Florenzi. Tu vois, c'est au royaume des borgnes, enfin au royaume des aveugles les borgnes sont rois. C'est un petit peu pareil avec le PSG sur certains postes, et pareil un peu avec Paredes. Il est évidemment critiquable. Mais putain, si tu te remets à comparer avec Danilo, ben tu vas espérer que ça soit Paredes qui joue plutôt que Danilo. Ouais. Moi, pour moi, Danilo Paredes, c'est un peu la peste et le choléra pour moi. Enfin, non, quand même, Paredes t'apporte quand même un peu, voire parfois beaucoup plus que Danilo. Danilo est trop. Il est trop désavantagé techniquement, il a trop de faiblesses et je comprends pas. Et d'ailleurs, son entrée, il fait des choix déjà catastrophiques. Il doit jouer 10 minutes. Putain, ces 10 minutes, il fait flipper dès qu'il a la balle parce qu'il fait pas les bons choix. Il est perdu sur le terrain. Il est pas à sa place dans cette équipe. Ouais, non, mais c'est clair. Franchement, Danilo, pour le moment, c'est pour moi l'une des pires recrues là, de ce mercato là, hein, clairement. Parce que même moi, en plus, le gars il se blesse, mais vas-y, ok, il se blesse, mais quand il joue, il enchaîne les matchs, il est pas du tout régulier, enfin clairement. Non, mais il est cuit. Moi, je trouve cuit le joueur. Hein. Il est cuit, ça y est. Moi, déjà, en plus, moi, la première fois que je l'avais vu jouer, parce que moi, je regarde pas trop les équipes portugaises. Je regarde pas trop Porto, Benfica, et du coup, lui, il joue à Porto. Et la première fois que je l'ai bien vu à les plus de 50 minutes, c'était le France-Portugal, où genre, t'avais William Carvalho, Danilo au milieu, mais c'était catastrophique. Et je me suis dit, merde, c'est ça qu'on a pris. C'était catastrophique. Ah, ça semble appeler lui là. de visage, hein, je parle seulement. Mais on dirait, mais pour moi c'était c'était deux intérieurs c'est deux intérieurs d'une équipe de basket. Et Danilo, c'était un poste 4 et William Carvalho c'était le poste 5. C'était les Twin Towers. C'est ça, exactement, les Twin Towers. Non, vraiment, il y a des joueurs. En tout cas, pour revenir à Kehrer, c'est vrai, peut-être que mentalement, peut-être que physiquement, il a du mal, mais moi je trouve qu'il fait des choses des fois. En fait, je sais pas, des fois c'est en termes d'orientation du corps, il fait des trucs, tu vois, des trucs pour moi, on dirait il est pas encore au très haut niveau sur ce genre de petits détails. Pour moi, des fois il se place mal. Vraiment, c'est Kehrer, c'est moi, je suis dur avec Kehrer, mais en vrai, moi, il m'a jamais donné satisfaction, le joueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure de jeu, c'est du côté de Kehrer que Gouiri s'échappe et qui frappe la barre. C'est le tournant du match. Hein. Non, mais... Si Gouiri marque, c'est chaud. Hein. Clairement, moi, je vois, il frappe la barre et tout. Oh non. En fait, c'est Navas qui dévie la balle sur la barre. Il a dévié, mais ce que je veux dire, c'est que. Donc, tu vois, tu te dis heureusement. Franchement, heureusement que t'as Navas. C'est clairement Paredes le game changer de cette équipe.
Et 5 minutes après, Paredes, il te refait une relance de merde encore. Et Boudaoui, heureusement qu'il rate derrière parce que il y a eu trop de cadeaux. Hein. Franchement, Nice, ça se voit qu'ils sont pas en bonne forme. Hein. Franchement, Paris, ils ont fait trop de cadeaux hier. Hein. Trop de cadeaux. Et Paris gagne. C'est un miracle. Et le but que tu as commenté, Bas, tout à l'heure, de Moïse Kean avec l'ouverture de Mbappé pour Icardi, qui l'a remis astucieusement au quart d'heure de la fin. Et moi, je vais vous raconter. J'étais aux toilettes parce que j'avais MyCanal avec mon téléphone. Je regardais. Et quand il a marqué, Moïse Kean, j'ai crié, j'ai fait ouais, genre comme en Ligue des Champions parce que bon déjà Paris ils sont troisième, ils se tapent pour essayer d'être premiers. Ah c'était vraiment un but contre le cours du jeu, j'y croyais plus. Je me disais putain on va faire un vieux match nul. Si on fait un match nul c'est limite un bon score tu vois. D'ailleurs Moïse Kean il jouait pas à son poste et c'était le seul qui tentait des choses, qui a apporté un peu qui a semé un peu de chaos dans la défense niçois. Je pense au moment où genre il y a eu faute mais il récupère le ballon à Saliba ou à Todibo mais il siffle faute mais vraiment il y a que lui qui pour moi offensivement il y avait que lui qui essayait de semer un peu le chaos dans cette à droite, c'est un peu brouillon quand même de le mettre sur un côté. J'avais vu une stat. C'est brouillon. T'as eu deux ballons échangés avec Icardi et réciproquement. C'est quand même chose si ton ailier ne combine jamais avec ton avant-centre. Enfin, l'un de tes deux ailiers ne combine jamais avec ton avant-centre, sachant que l'autre, c'est Mbappé et lui aussi, tu ne combines pas souvent. Tu sens qu'en fait, t'as un trio qui n'a ni queue ni tête parce que personne ne cherche vraiment à combiner avec l'autre. Et Icardi, c'est un joueur qui a quand même un petit peu besoin de servir de relais. C'est un joueur qui peut être très bon en appui remise, mais t'as personne qui cherche à jouer comme ça avec lui. T'as surtout des mecs qui tentent des exploits individuels et qui font les mauvais choix à la fin. Ouais, c'est clairement ça. Mais surtout là, pour venir à la fin du match qu'il y a eu, moi ça m'a vraiment fait de la peine de voir le PSG genre jouer la montre. Vous vous rappelez là dans les arrêts de jeu où ils font le corner à la rémoise et Mbappé qui perd du temps contre Nice à domicile. Ah franchement c'est chaud. Hein. Moi limite la seule chose où j'étais content c'est que Paris n'a pas eu de blessés ce jour-là. Moi clairement il n'y a pas eu de blessés. Et t'as eu les 3 points. Et t'as eu les 3 points. T'as mis la pression sur Lyon. Lyon qui a perdu. La Lille est en train de faire match nul. Donc on va dire que comptablement parlant, t'as fait ce qu'il fallait faire. Et parfois, faut se contenter de ça. T'as pas agrandi ton infirmerie. T'as eu les 3 points. Voilà, tu vas te contenter de ça. Après, t'as pas de fond de jeu. T'as très peu de valeur sûre sur le terrain. Ouais, non, mais clairement c'est ça. Et puis, et franchement, tu retiens les tops dans le match. Moi, le seul mec en positif que je retiens, c'est Moïse Kean. Mais en fait, Bass, je vais te dire Navas, pour moi, il a le totem d'humilité dans les tops. Ouais, genre, j'ai même pas besoin de le dire. C'est comme Kierer dans les flops, tu vois. On l'a banalisé. Tu vois, on banalise l'exceptionnel avec lui. Il y a pas de. mais dans les tops, il y a que Kean. À part Navas, il y a que Kean. Et c'est grand. Ouais, c'est ça, il y a que Kean aussi. Hein. Et dans les flops, je fais une petite dédicace à Rafik par rapport à l'épisode contre Saint-Etienne. Le 4e maillot du PSG, il est dans mon numéro 1 des flops. C'est vrai que c'était bien dégueulasse. Honnêtement, déjà, je comprends pas les associations de couleurs. L'espèce de chewing-gum mélangé avec du noir, je comprends pas. Mais on dirait ça un maillot, tu sais, porté par les hipsters dans les années 80. Là, moi, ça fait penser un peu au maillot de NBA, au maillot NBA, les 3e maillots NBA, 4e maillots, les City Edition. Pour moi, ça fait penser un peu à ça. On dirait celui du 8. Oui, on dirait celui du 8 ou celui aussi des Spurs, le nouveau des Spurs qui est tout noir avec des couleurs bleu ciel et rose au milieu. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu, en fait, c'est la suite logique du football. Hein. On sait que le football se rapproche un peu plus du modèle NBA et ça passe par créer des maillots comme ça. Il y a plus. C'est pas le débat, mais voilà, maintenant je pense qu'il y a plus trop l'identité du club. Hein. Maintenant, c'est plus faut qu'on ait du flow, faut qu'on vende des maillots. C'est plus ça maintenant. Ouais, je te dirais, sur un 4e maillot. Bon, en vrai, je m'en fous, je le prendrai pas. Ah, mais ça commence par un 4e. Hein. Ça commence par un 4e. Il y a 15 ans, on a eu un maillot Louis Vuitton, tu vois, en maillot extérieur.
Et il était bien dégueulasse. Mais c'était un maillot quand même simple. Je me rappelle, c'est le chocolat là, 2007. Ouais, C'est un oui, maillot. franchement, je l'ai détesté ce maillot. Ouais, Je l'ai détesté. Moi, celui que j'ai vraiment détesté le plus, on fera peut-être un épisode spécial sur les maillots du PSG les plus horribles. Mais vous vous rappelez aussi le maillot extérieur 2009-2010, le tout blanc avec des points bleus. Là, Ouais, mais attends, là. tu fais un maillot dégueulasse en extérieur et ton maillot domicile, c'était un maillot bleu avec des rayures rouges qui étaient totalement dégueulasses. Avec Albert Banning derrière. Ah, mais ouais, 2009-2010, je pense à la signature de Jallet. Et tu le vois, il avait encore des cheveux. Ouais, c'est ça. Horrible cette photo. Ça me dégoûte. Et déjà à ce moment-là, en fait, tu respectais absolument pas les codes Echter. Moi, écoute, ce maillot est dégueulasse, hein, le 4e maillot, qu'on soit clair, le 3e aussi. Mais je me dis, au moins une année, on a un maillot domicile et un maillot extérieur qui respectent les codes Echter. Allez, je vais pas en demander trop. Franchement, on a eu tellement pire. C'est le Qatar le 3e. Bon, dans tous les cas, juste pour clôturer le chapitre du match, clairement, Mbappé le met dans les flops ou pas? Oui. Bah oui. On est d'accord, parce que Mbappé, là on va venir pour le match du Barça, parce que Neymar est absent pour le match aller, probablement pour le match retour. Di Maria est absent pour le match aller. Rafinha et Verratti sont incertains. Et d'ailleurs, si Verratti rate le match aller, c'est quand même une catastrophe. C'est quand même très grave, comme dirait un certain Jamel Dridi dans H. Mais très grave. C'est comme tu te réveilles le matin et t'as pas de café dans la cafetière. Dans la cafeteuse. La cafeteuse. La cafeteuse. La cafeteuse. Pour revenir sur le match contre le Barça, là Neymar qui va rater le match aller. Les gars, je vais vous donner une stat et là on va débattre là-dessus. 53,9%. C'est le taux de pourcentage que Neymar a fait en termes de matchs présents sur l'ensemble des matchs au Paris Saint-Germain depuis presque 4 ans. Il avait 191 matchs où il pouvait jouer, il en a fait que 103. Franchement, c'est trop. Là, au bout d'un moment, et en plus dans les 88 qui ratent, t'as un quart de finale retour de 2018 qui rate. Les 2 huitièmes de finale de 2019. Huitième de 2018. Huitième retour de 2018. Pardon, excusez-moi, je me suis remêlé les pinceaux. Les 2 huitièmes de finale qu'il rate en 2019. Et là, il va rater probablement le retour et aussi l'aller de cette année. Non, mais là, c'est grave. C'est grave. Est-ce que ça peut même remettre en cause sa prolongation de contrat? Je pense pas. Écoute, bon, moi, la stat, elle est choquante. Mais c'est peut-être la blessure la moins choquante du lot parce que c'est une blessure musculaire qui arrive à une période où beaucoup de joueurs peuvent avoir des blessures musculaires. C'est la goutte d'eau, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, la goutte d'eau, moi je comprends, tu vois, les reproches qu'il y a sur Neymar. Moi, à la base, Neymar, ça n'a jamais été trop ma came avant qu'il vienne au PSG. Après sa venue au PSG, il est indéniable que c'est le meilleur. T'es madrilène jusqu'au bout, toi. Ouais, mais non, mais après, moi, même à ses débuts à Santos et tout, c'est pas ma came de joueur, tu vois. Mais ensuite, il est indéniable quand même que c'est le meilleur joueur du club. C'est le meilleur joueur du club, mais qui rate les moments importants. À un moment donné, moi, j'en veux au club aussi. Parce que le club n'a jamais su faire en sorte. Alors, je demande pas au club de fliquer Neymar parce que c'est impossible. Mais je demande au club d'avoir soit des solutions alternatives qui peuvent un petit peu compenser l'absence de Neymar. Mais un petit peu, tu vois. Je demande pas d'avoir un Neymar bis, ça n'existe pas. Mais d'avoir, tu sais, que tu sois pas à te demander, ouais, Sarabia. Tu passes de Neymar à Draxler ou Sarabia, tu vois. L'écart est trop grand. Et je demande ça. Et je demande, en fait, quand Neymar est sur le terrain, qu'ils soient un petit peu soulagés sur certains postes de création. Genre Neymar ne peut pas être à la relance, à la création, dans la surface et parfois à la finition. C'est trop. C'est trop. Et ça, à un moment donné, ça, c'est la responsabilité du club. Alors Neymar a évidemment sa part de responsabilité sur son hygiène de vie, son rythme de vie, évidemment. Mais ça, on connaît, on le sait. En fait, tout le monde le sait. Et avant même qu'il vienne au PSG, on savait déjà que ce mec était pas tout le temps sérieux. La différence entre avant et maintenant, c'est son corps est fragilisé par les blessures. 2, il a pris de l'âge, donc tu peux plus te permettre certaines choses. Tu te rends compte quand même que au Barça, son pourcentage de matchs ratés, donc là à Paris c'est 47%, au Barça c'était genre 21%, un truc comme ça, 20-21%. Parce qu'à l'époque il se blessait beaucoup moins. C'est la seule différence. Et à l'époque. Je pense que si on devait comparer, j'aimerais bien on n'a pas cette stat, mais comparer les touches de balle, enfin le nombre de fois où il touche le ballon
quand il est au PSG que quand il est au Barça, bah, je pense qu'il touche tellement plus le ballon quand il est au PSG qu'il est beaucoup plus exposé à prendre des coups. Déjà, il a un style à coups, mais ça, il va pas changer son style. Ça va pas devenir Hugminson ou Sadio Mané. C'est un mec, il a besoin du ballon, c'est comme ça. Mais faites en sorte d'avoir des mecs qui vont soulager. Que la relance, elle ne dépende pas de Neymar. Moi, c'est ça qui me choque. Et le pire, c'est que tu as Neymar, mais tu as aussi le cas Verratti. Les deux sont totalement liés parce que Verratti, l'année dernière, tout le Final 8, le mec n'est pas là. Et j'en veux limite plus à Verratti qu'à Neymar parce que Neymar, quand il vient au PSG, tu sais quand même qu'il est un petit peu. C'est un gamin, tu le sais. Verratti, il arrive au PSG, c'est un très jeune. Il pouvait suivre une autre voie. Le mec. C'est une petite tête brûlée quand même quand Verratti arrive la première saison, tu vois, avec Carlo, etc. Ouais, mais tu dis pas qu'il a une hygiène de. Ouais, mais tu dis pas qu'il a une hygiène de vie dégueulasse à ce moment-là. Tu vois, c'est un jeune prometteur. Il y avait un peu de marge pour que le mec soit changé, soit un petit peu façonné. Il l'a jamais été. Et le mec, moi, je pense qu'il va jouer face au Barça. Mais après, ça, c'est un autre débat. Mais pour Rafik, Neymar, voilà, c'est ça qui me saoule. Mais toi, Rafik, franchement, pour toi, la blessure là de Neymar contre Caen, c'est de la faute de Neymar, c'est de la faute de la gestion. Est-ce qu'il aurait dû jouer ou pas? Moi, perso, je vais te dire, moi, Neymar, je l'ai beaucoup défendu. Mais là, pour le coup, c'est très dur de le défendre parce que quand l'année dernière, il avait joué contre. Alors, on voulait le ménager pour les blessures. Il avait commencé à être ménagé par le coach, par Tourelle, etc. Il s'était plaint à la presse en disant ouais, moi je comprends pas pourquoi j'ai été ménagé avant la Ligue des Champions parce que moi je suis un mec, j'ai besoin de jouer. Donc là, il n'avait pas joué, il avait joué que 30 minutes contre Marseille. Il y avait le match contre Nice. Là, il joue contre Caen pour reprendre le rythme. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut? Faut pas le faire jouer du tout de la Ligue 1. Non, c'est bien sûr qu'il faut qu'il joue en Ligue 1. Pour moi, Neymar, il a pas une hygiène de vie pour le très haut niveau, surtout avec son style de jeu quand même. En plus, il fait beaucoup plus qu'on lui demande, vu le manque de création qu'il y a sur la ligne derrière lui. Honnêtement, pour moi maintenant, comme toi, Raphaël, je l'ai beaucoup défendu, mais pour moi, quand même, c'est le plus grand fautif dans cette histoire. Et 222, j'aime pas parler de prix, mais 222 millions d'euros. Mais c'est un quart de milliard presque. Il y a l'hygiène de vue, il y a aussi le fait qu'en fait, en janvier, en février, le mec, j'ai l'impression qu'il est plus focus sur les fêtes, le carnaval, etc., que sur les compétitions. Et pour moi, c'est quand t'es pas 100% focus sur ta mission, qui est de remporter une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et ben, t'as derrière ton corps est plus sujet aux blessures. T'es pas assez focus sur ton objectif. Et vraiment, c'est à la différence d'un Messi, d'un CR. Moi, Messi, CR, est-ce qu'on les voit en février penser à faire la fête J'en suis sûr, le mec, il a déjà créé des events FB, Neymar, avec des. Non, mais c'est vraiment. Il a déjà mis les prix d'entrée. Mais oui, il a des femmes. Mais là, il est en train d'envoyer des messages à des mecs. Ouais, vas-y, viens, ça va être le feu, t'inquiète, pas de masque et tout. Non, ramène pas ta bouteille, il y a ce qu'il faut. Mais oui, mais non, mais vraiment. Mais vous y croyez? Je comprends le contexte vraiment. Je comprends le contexte de Bassim. Vraiment, il a raison de mettre ce contexte-là. Mais aujourd'hui, pour moi, Neymar a vraiment est devenu le plus gros responsable de ces blessures à répétition. Il faut qu'il commence il faut qu'il devienne mature, hein, tout simplement. Pour moi, c'est de toute façon, le club ne peut pas être responsable des blessures d'un joueur, ça c'est clair. Mais tu vois, ça dépend. En fait, vous parlez des 220 millions, mais bon, déjà d'un côté, c'est pas Neymar qui a choisi que le PSG, il a pas mis un flingue sur la tempe d'El Khelaifi pour que le club mette autant sur lui et paye autant en salaire. Et ensuite, si j'étais son avocat, je te rétorquerais que il t'apporte autant, et pas forcément sportivement, mais de par son image, de par le business, etc. Donc là-dessus, le truc est rentabilisé. Le problème est sportif. Et quand tu rentres sur le cadre du sportif, il y a évidemment sa responsabilité. Mais moi, encore une fois, il y a la responsabilité du club et le fait que depuis. En fait, c'est pas la première fois. La première fois, tu peux lui en vouloir. Enfin, moi, Marseille, je pouvais pas lui en vouloir parce qu'il se fait quand même agresser. Mais Strasbourg, je lui en voulais, ce qui me fait rater United et la double confrontation contre United.
L'année dernière, il se blesse encore, mais il revient assez juste et il est dans un état déplorable sur l'aller-retour. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez derrière le match contre Dortmund. Moi, j'ai l'impression qu'il avait pris du poids. Mais c'était un hamster. Mais c'était gros. Vous avez vu les joues qu'il avait? Il avait des gros joues, il avait des grosses cernes. Et pour le Final 8, il s'est quand même un peu remis en forme. Donc, moi, je pense vraiment qu'il a envie de gagner. Juste, il n'a pas cette maturité et ce truc de se dire, je dois sacrifier des choses de mon style de vie pour arriver à gagner. Et bon, ça, c'est un problème. Mais le problème, c'est que le PSG le sait. Mais tu le sais. Tu sais que le mec, en plus, c'est un Brésilien. Tu sais que la période hivernale, elle est super compliquée pour un Brésilien à Paris. C'est super relou. C'est casse-couille. Il fait froid, les terrains sont gelés. Tu joues des matchs à la Coupe de France ou contre des bourrins de Ligue 1. C'est casse-couille pour n'importe quel joueur et un mec du profil de Neymar, de sa personnalité. Tu sais que c'est un moment à risque. T'es obligé de le faire jouer parce que c'est un mec qui a besoin de jouer. Mais tu peux pas te retrouver à chaque fois avec le même problème. Genre, t'as toute l'infirmerie qui est pleine. T'as pas que Neymar. T'as Di Maria qui se pète. T'as Verratti qui se pète. Et c'était pareil déjà. United, t'avais des blessés aussi. Dortmund, t'avais des blessés. Donc, ok, il y a Neymar qui se cristallise tout ça, mais il n'y a pas que Neymar. Tous les mecs qui ont un minimum de talent dans les pieds se retrouvent blessés tout le temps à la même période. C'est un truc de ouf. Mais là, déjà, on va remettre en question ce que tu dis, parce que ce que tu dis est entièrement vrai. Mais là, on va bifurquer sur un autre sujet, parce que déjà, Verratti, si je me trompe pas, sa blessure à la hanche, elle est notamment due au coup de Payet. C'est un coup. Payet, on est d'accord. Normalement, il doit jouer le mardi. C'est un coup. Voilà, c'est ça. Donc là, pour le coup, Verratti n'est pas fautif pour cette fois. Mais c'est plutôt une accumulation. Mais là, ce que tu dis tout à l'heure sur le passage de 2019 et Manchester, là, on se retrouve plus ou moins dans la même situation. Neymar n'est pas là. On va dire que le Cavani qui n'est pas là de 2019, on dit que c'est Di Maria. Là, il reste qui? Kylian Mbappé. Et là, on va finir sur ce sujet-là, messieurs, parce que je sais que Rafik, notamment, a beaucoup de choses à dire concernant ce petit prodige, selon certains Français. Mais là, Mbappé, là, c'est sa dernière chance de prouver au Paris Saint-Germain, du moins, qu'il doit relever ses responsabilités, prendre ses responsabilités et faire ce qu'on attend de lui depuis un très bon moment en Ligue des Champions. Mais en fait, quand même, Mbappé, ça reste comme un joueur avec un énorme talent. Ça, c'est juste que pour moi, on le met dans des dispositions qui font que. Et je pense, c'est vraiment de la spéculation, mais je pense que lui aussi, il a envie de jouer sur ce côté gauche, faire un peu le Cristiano Ronaldo, genre je repique à droite, etc. Moi, je pense qu'il est. Oui, c'est ça. Il a envie il participe à ça aussi. C'est pas que les coachs. Je pense que lui aussi, il participe à ça. Mbappé, en plus, on l'a vu contre Marseille. Les seules fois où Mbappé il est décisif, c'est des attaques rapides où il doit faire parler sa pointe de vitesse. C'est-à-dire que quand il doit faire autre chose, c'est-à-dire jouer des deux pieds, temporiser, essayer de trouver des solutions, faire des passes dans les petits espaces, il est limité. Oui, c'est sûr, mais ça c'est le côté gauche qu'il est obligé de jouer comme ça. Et sur le côté droit, sur le côté droit, il aura une orientation du corps qui lui permettra de mieux exploiter sa vitesse, de mieux exploiter son accélération. C'est vraiment, en fait, l'orientation du corps change tout le style de jeu qu'il y a derrière. Et pour revenir sur totalement d'accord. Sur la première question, sur ses responsabilités, etc. Bon, c'est vrai que, en fait, comme il est très jeune, c'est compliqué d'être dur avec lui sur le fait qu'il doit être totalement leader et qu'il endosse toutes les responsabilités du PSG sur ce match. Mais c'est vrai que lui, en fait, sa communication fait que ouais, mais non, je suis responsable. C'est lui en fait qui Ouais, en fait, il cherche la merde. En fait. C'est ça, c'est lui qui nous impose d'avoir ces attentes-là sur lui. Honnêtement, s'il avait pas tous ces discours de maintenant, je dois avoir des responsabilités, etc. Vraiment, moi, s'il échoue contre le Barça, bah, je lui en voudrais pas parce que je me dis bon, il a 22 ans. C'est vrai que 22 ans, quand faut relativiser, 22 ans, c'est très très jeune, 22 ans. Voilà, donc à voir. J'espère que quand même il apportera quelque chose dans cette double confrontation, mais c'est vrai que si par contre il apporte rien, ça peut faire du bruit derrière. C'est surtout que là, il a toujours pas prolongé et que le Paris va affronter un Barça. Donc on rappelle, comme d'habitude, les fameux tirages au sort. Ouais, Paris joue contre le Barça, ils sont pas bons, etc. Mais là aujourd'hui, au moment où on parle,
Paris est décimé et le Barça, à part la défaite à Séville en Coupe du Roi, ils viennent de mettre 5-1 contre Alaves. Ils ont gagné à Séville contre le Betis le match d'avant. Ils avaient battu en Coupe du Roi Grenoble. Comment? Le Barça est bien en ce moment. Le Barça. Griezmann est en forme. Dembélé montre des belles choses, mais si, comme d'habitude. Même les jeunes prennent confiance là. Les Trincao, là, ils commencent à faire jouer les jeunes. Ils prennent confiance là. Ouais, mais là, les gars, ça va être chaud là pour Paris parce que clairement, bon, le match retour est au parc. Comment? Messi aussi, on parle pas de Messi. Mais Messi, c'est comme Navas. C'est comme Navas. Il a un totem d'immunité. Il a mis des buts de ouf là hier. C'est un ouf. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est trop. Mais là, pour terminer le podcast, là, le Barça est en forme, Griezmann, etc. Mais même si le match retour il est au parc, les stades seront vides. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le soutien du public au match retour. Donc là, pour moi, c'est un peu du 50-50. Et moi, je suis désolé. Je sais pas ce que vous voyez pour le match le match de mardi. Pour moi, on perd. Mais pour moi, Paris perd mardi. Mais déjà, un truc tout simple. En phase à élimination directe, depuis le Bayern en 2013, qui est allé gagner à Barcelone? Personne. Le meilleur résultat, c'est la Juve qui a fait un 0-0 en match retour en 2017, du coup, après la remontada. En Ligue des Champions, ils ont battu en Champions League en phase de poule, mais c'est tout. Non, mais non, en 2017, ils font 0-0 match retour après avoir gagné 3-0 l'aller. Cette année, là, la Juve a gagné. Oui, cette année, ils gagnent là-bas, mais c'est en poule. Ouais. Mais en phase à élimination directe, le Barça est quasiment imprenable à domicile. Pour moi, clairement, le PSG perd mardi. La question, c'est Paris doit marquer. Et pour moi, après, c'est le match retour. Pour moi, le match retour, je pense, faut pas nier un truc, c'est quand même Pochettino vient d'arriver. Tu sens qu'il y a un côté rodage tactique. Les joueurs savent pas toujours comment se placer, comment répondre aux consignes du coach. On peut espérer, peut-être naïvement, que 4 semaines après le match aller, tu auras eu une progression dans cet aspect-là. Ensuite, tu vas espérer, je pense que Neymar sera revenu, parce que je pense que Neymar va tout faire pour jouer ce match retour. Là encore, je suis peut-être naïf. Je pense que Di Maria sera là au match retour. T'auras peut-être perdu d'autres joueurs entre-temps. Je sais pas. Mais normalement, t'auras une différence, et c'est ce qu'on a déjà vu dans les huitièmes de finale. T'as tellement une grosse plage en termes de temps entre l'aller et le retour, c'est que tu peux avoir des changements. De la même manière qu'entre le tirage et le match aller, t'as énormément de temps qui se fait. Genre, même les codes des bookmakers, quand tu regardais au moment du tirage, ça devait donner le PSG favori, même au Camp Nou, ou peut-être un truc assez équilibré. Aujourd'hui, le PSG n'est plus du tout favori sur le déplacement, parce que ça change plein de changements. De toute façon, il y a plusieurs semaines qui séparent le tirage et le match, il y a plein de choses qui arrivent et tout, donc voilà. Et toi, là, du coup, c'est quoi ton prono pour le match aller, clairement, là? Parce que là, moi, déjà, je te dis, avant même la blessure de Neymar, je voyais le PSG perdre là-bas. Pour moi, je vois un scénario assez similaire à ce qui s'est passé à Dortmund, donc avec une défaite 2-1, voire 3-1 si vraiment le Barça est bien inspiré offensivement. Ouais, et après, pour moi, ça va être le match aller, le match retour, il faudra faire la différence. Il faudra voir si déjà Neymar joue le retour, parce que bon, il a intérêt à être là, et notamment comme Verratti. Toi, Rafik, c'est quoi ton avis et ton prono? Parce que moi, je vais donner le mien, mais j'attends ton retour, mais c'est vrai que ça va être compliqué. De toute façon, ça a très très bien expliqué le contexte qui attend le PSG ce mardi. Pour moi, le PSG ne gagnera pas mardi, parce que déjà le match qu'on a vu ce samedi, ça montre que si Neymar n'est pas là, offensivement, la création, c'est le néant total. Et en plus, Di Maria n'est pas là, donc là, niveau création, ce sera vraiment le néant. Verratti incertain, du coup, ça veut dire que même s'il joue, il sera pas à 100%, mais j'ai même pas envie de lui faire confiance, lui. De toute façon, même s'il est là, il joue, j'ai pas envie de lui faire confiance. Faut pas compter sur Verratti. Donc c'est un fossoyeur, tu peux dire, c'est un fossoyeur. Mais en plus, moi, j'avais envie de dire un truc dans ce podcast quand on parlait de Verratti. C'est juste une petite parenthèse, c'est que moi, j'ai découvert Twitter il y a pas si longtemps que ça. Vraiment, allez, peut-être il y a 2 ans. Il y a peut-être 2 ans. Et en fait, moi, ça me tue que depuis 2 ans, le débat que je vois, que je vois sur Twitter, c'est Pogba
Verratti, genre en mode c'est les deux milieux incontestés au monde. Et je comprends pas en fait. Les deux sont surcotés. Mais les deux, mais pourquoi c'est ce débat Pogba Verratti en milieu? Bref, c'était juste une petite parenthèse, vraiment, je comprends pas. Et une petite balle perdue pour l'ami Paul. Non, mais vraiment, mais oui, mais enfin c'est peut-être une petite balle perdue. Ouais, c'est une balle perdue pour Paul, mais vraiment, je comprends pas que Verratti soit encore considéré comme comme un des meilleurs milieux au monde. En fait, quand on critique Verratti, c'est pas son talent qu'on remet en cause, parce qu'il en a du talent, mais c'est pas que du talent. Être un footballeur de très haut niveau, c'est plein d'autres choses. Et là, il répond pas à ça. Il est pas aux attentes. Donc pour moi, en fait, moi j'ai juste confiance en la défense du PSG. Là, le trio Navas, Marquinhos, Kimpembe, hein, même s'ils ont été, Marquinhos a fait été un peu bizarre ce samedi. Moi, j'ai vraiment confiance en ces trois-là, c'est tout, hein, pour pas qu'on prenne une fessée ou pour qu'on puisse accrocher le match nul. Vraiment. C'est quoi ton score alors? J'irai victoire du Barça 1-0. Ah ouais, dur. Oh là là, moi pour terminer ce podcast, et on va terminer là-dessus, moi je partage vraiment tout ce que vous dites, parce que là les Parisiens ont intérêt à sortir les doigts du cul, parce que le Verratti qui va peut-être pas être là, le Neymar pas là, etc., ça va être compliqué. Donc déjà s'ils avaient été là, ça allait être compliqué contre un Barça qui marche plutôt bien en ce moment et qui est quasiment au complet. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, et moi je vois de partout. Moi je vois Paris ne pas perdre à Barcelone et je vois de partout. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas quelqu'un d'optimiste de nature, mais moi je vois de partout, donc on espère, et j'espère en tout cas ne pas me tromper, et qu'on puisse partir serein sur le match retour, et qu'on n'ait pas à gagner avec 2 buts d'écart au match retour pour se qualifier. Donc moi je vois de partout pour ce match, et on verra si j'ai raison, ou si Bass a raison, ou si Rafik a raison mardi. Moi j'espère que tu auras raison, hein, moi. Ouais, c'est clair, 3-2, tu vois, si on gagne 3-2, bah, je serais très content. Mais... Ouais, bah, c'est clair, on verra bien, mais bon. En tout cas, merci les gars d'avoir été là. Donc là, mardi, on va serrer les fesses, mais bon, on espère pour le PSG que ce soit un bon match premièrement, et qu'on reparte pas là-bas bredouille, parce que sinon ça va être compliqué au match retour. Il est monté de taillé. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.